prie les autorités dernières arrivées de prendre place, où ils veulent. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais je suis très heureux et je pense que tout le public est heureux d'avoir la présence de notre cher prêtre François Régis. Ainsi que c'est son confrère, on dit comme ça, non? Oui. Patrick. Voilà. Le père Patrick. Qui nous a fait l'honneur, à mon épouse et moi, de nous donner son amitié. Et ça, c'est très important. Voilà. Je vais faire un petit sondage. D'abord, je félicite tout le monde d'avoir téléphoné, dire je viens, nous sommes tant, tout ça. C'est à peu près complet. On a mis des chaises en plus, mais pas tellement finalement. Hein. C'est bien. Alors, bien entendu, il y a les gens de Coudous. Levez un peu la main, les Coudoussains. Ah, mais de quelle année? Les Coudoussins de quelle année? Qui habitent maintenant. Vous levez les deux. Bon, maintenant, je sais qu'il y a des gens de la phare. J'ai pas vu monsieur et madame Cerisier. Pardon? Petit souci de santé. Ah, les gens de Vétabret. Ouais. Oh, les aristocrates. Des gens de Velot. Ah, c'est plus rare. Je sais qu'il y a des gens de Lambesque. De Félissane. Oh, tu la lèves ce bras ou non? On n'est pas que De Salon, je crois. Oui. Istres. Après. D'autres pays. Rognac. Rognac. Après. Pardon? Le Torah. Ah! Mon ami Martine, excusez-moi. Je suis très ému, vous vous en doutez, de cette soirée. Je vous parle un petit peu du programme. L'affiche ou les circulaires vous auront expliqué que la première partie, j'essaierai de faire vivre les grandes transhumances telles que je les ai connues quand j'étais tout petit, de Coudoux jusqu'à Névache, à pied bien entendu, et ce qui est plus extraordinaire, jusqu'à la montagne que la plupart d'entre vous avez connue cet été pour le 14 juillet pour le pèlerinage. Ça durera un certain temps. Je maîtrise très difficilement, je le vis, et puis les minutes passent et c'est pas trop où on en est. Et après ça, je laisserai la soirée à mes amis Patrick et Jean-Paul qui vont projeter les photos souvenirs de ce 14 juillet extraordinaire. Alors au début, on pourra, moi ou quelqu'un d'autre, commenter certaines vues qui sont très très belles et puis après on laissera tourner les photos en continu et on pourra tous discuter entre nous et on se précipitera sur le vin chaud parce que j'ai donné des consignes pour qu'il soit à point à ce moment-là. Et puis il y a des gâteaux de pagaille, et puis M. Delander nous a fait la surprise, oh, je peux le dire tout de suite, François Régis me sera reconnaissant de l'annoncer, il y aura en fin de soirée, sauf pour ceux qui vont conduire des voitures, la liqueur de Génépi de Longmontagne. Wow. Alors,
est tout esprit quand t'arrêtes nouvelle. Ah, les bergers, les bergers de Provence, cette race fière, fière, oh, pas pour eux-mêmes, mais fiers de leur métier, fiers des animaux qu'ils élèvent, fiers de leur pâturage de montagne des Alpes, fiers de leur Provence, et fiers d'avoir été, comme les ancêtres bergers de la Bible, ceux à qui on a annoncé au premier la nouvelle, la grande nouvelle. Ah, les bergers! Que oui, je suis né dans une famille de bergers. Mon frère, beaucoup l'ont connu, était berger. Mon père était berger. Mon grand-père était berger. Et j'ai épousé une fille de berger. Alors comment voulez-vous que ce métier, ou plutôt cette vocation, ne soit pas restée dans mon cœur pour toute ma vie? Je vous disais que j'étais fier de ce métier, mais je suis fier aussi de notre village Coudoux. Quand j'étais tout petit, ah, parlons-en de cette époque, du Coudoux, de ce moment-là. Certains qui sont ici s'en souviennent, cette colline avec les pins centenaires qui recouvraient toute la route du Quatre Termes, on montait comme sous une voûte. Et puis, arrivé vers le canal, on se retournait et on regardait la plaine, la vallée de l'Arc, une mer d'oliviers. Et puis, partout, qui allaient d'un côté de l'autre, les charrettes, les chevaux. Et puis, surtout, ces petits troupeaux. Il y en avait 4, 5, quelquefois plus. Vous voyez que nous, la famille, on avait toujours 2 ou 3 troupeaux. Parce qu'à cette époque, un berger gagnait sa vie en menant pâturer 200 brebis. Alors que maintenant, les bergers, pour être rentables, ah, ce mot rentabilité, il faut qu'ils surveillent au moins 1500 brebis. Comme les temps ont changé. Ah, quand j'étais tout petit, quand arrivait le mois de juin, je voyais partir le grand troupeau. Oh, mes parents avaient un modeste troupeau, mais grâce au pâturage de Névache que vous avez connu, ils avaient la possibilité d'accueillir là-haut 3000 brebis. Alors, on avait des clients, et les troupeaux de ces clients, de Rognac, de Velot, d'Istres, de Miramas, de Salon, arrivaient tour à tour, ils se formaient un immense troupeau. Et moi, à l'âge de 6, 7, 8 ans, c'était d'ailleurs les années terribles, les années d'occupation, où on avait d'autres soucis. Tous les printemps, je voyais partir ce troupeau sur la route d'Aix. Je savais qu'ils allaient quelque part dans les montagnes, ces montagnes mystérieuses, où les paysans de Coudoux disaient « Mais vous vous rendez compte, ces aventuriers, ils partent dans ces montagnes, 15 jours de marche, à plus de 300 km, dans ces montagnes mystérieuses qu'ils ne connaissaient pas, où il y avait peut-être encore des loups. » Maintenant, ils sont revenus, les loups, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je voyais partir ce troupeau, et puis, je me posais des questions. Vous savez, tout petit, comme ma petite fille Emma qui est là, on se pose des questions. Ne croyez pas qu'il n'y a que les adultes qui se posent des questions. Je dis, mais où est-ce qu'ils vont? Et quand est-ce qu'ils reviendront? Et après, ma maman me disait, mais écoute, maintenant, ça va être les vacances. Nous aussi, on va aller dans la montagne, mais pas jusqu'où il y a les moutons. Mais ils reviendront à l'automne. Et quand le mois d'octobre arrivait, on rentrait ce moment-là le 1er octobre. Et on allait à l'école. Oh, on n'allait pas à l'école en voiture comme maintenant. On partait à travers les champs comme ça, à 4-5 ans, sans aucun problème, sans être accompagné. Et j'allais à l'école et j'étais très heureux d'aller à l'école. Et surtout parce que je savais qu'à la fin octobre, c'est-à-dire un petit mois après la rentrée, le troupeau allait revenir. Alors je commençais presque à entrer en transe. Et le soir, je rentrais à la maison en courant. Je ne voulais pas goûter, je disais à ma mère, c'est ce soir que le troupeau rentre.
Alors ma mère, à ce moment-là, elle n'avait pas de téléphone, pas de voiture, elle ne savait pas trop. Oh, on dit non, je ne crois pas, peut-être demain, peut-être après-demain. Alors, je repartais le lendemain à l'école. Puis le lendemain, j'arrivais encore en courant. Maman, c'est ce soir qu'il arrive le troupeau. Et puis, je croyais chaque fois entendre le bruit des sonnailles. Ces sonnailles, les gros rideaux, comme celui qui est au milieu, là, qu'on entend à plusieurs kilomètres. Et puis, je m'étais trompé. Une fois, c'était l'eau qui garbouillait dans les tuyaux sur la route. Une autre fois, c'était le bruit de charrette lointain, la ferraille, que je confondais avec les sonnailles. Et puis enfin, un soir, je ne m'étais pas trompé, c'était lui. Alors je partais sur la route, j'allais dire la route poudreuse, oui, parce que la route d'Aix, toute petite, n'était pas goudronnée. Et je courais sur cette route, je courais. Ma mère disait, où tu vas, tu te souviens? 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Et tout d'un coup, je les voyais. Ils arrivaient. Alors, je courais l'avant du troupeau, où il y avait l'homme de devant. C'était un monsieur que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup, et lui, mal doré comme son petit. C'était Léon Jouve de Ventambrun. Il a fait le devant du troupeau pendant peut-être 20 ans. Je lui sautais au cou, on s'embrassait, mais je ne tardais pas, je remontais le troupeau, je voyais les autres bergers, mais ce que je voulais, c'est arriver à l'arrière du troupeau où il y avait le charreton, où je savais que j'allais retrouver mon papa. Je ne l'avais pas vu depuis presque 4 mois. Et je sautais dans les bras de mon père, je versais quelques larmes, lui aussi peut-être, et puis la coquinerie du petit Julien reprenait bien vite le dessus. Je savais que contre le charreton, il y avait des fouets pendus. J'en prenais un et je commençais à remonter le troupeau. Alors sur cette petite route d'Aix, très étroite, le troupeau s'allongeait sur presque 1 kilomètre. Et pour remonter le troupeau jusqu'à l'avant, c'était assez long, assez difficile. Et puis pourquoi je voulais remonter le troupeau et arriver devant? C'est parce que je voulais rentrer dans le village, dans mon Coudoux, le premier. Alors, j'arrivais le premier en marchant comme ça avec mon fouet. Le fouet ne me servait pas pour taper les brebis, mais pour rythmer ma marche. Et ceux qui me rencontraient, je disais, moi aussi, j'arrive de la montagne. Ils savaient bien que ce n'était pas vrai, mais je simulais déjà, à l'âge de 6 ou 7 ans, cette espèce de retour sensationnel. Exactement comme le décrit Alphonse Daudet, le troupeau qui arrive dans une gloire de poussière. Alors le petit coquin de Julien, à la hauteur du château de Garidel, là exactement au croisement où c'est assez resserré, d'ailleurs les voitures ont pas mal de difficultés pour se croiser, avec le fouet, j'empêchais les moutons de passer trop vite, et je savais comme ça qu'au lieu de passer 30 ou 40 à la fois, j'étais obligé de passer 3 ou 4 seulement. Et comme ça, le troupeau allait défiler dans Coudoux pendant longtemps, au bruit des sonnailles. Puis alors, il y avait les chèvres, les boucs, les ânes, ça ne finissait pas. Et tout le monde était venu pour voir la rentrée du troupeau. C'était le spectacle, un autre spectacle que la télévision, mais un spectacle magnifique. Et les paysans se disaient, mais ils sont partis que 3000 moutons, mais ils en ont acheté là-haut, il y en a moins 6000 là. En effet, évaluer l'importance d'un troupeau, qu'il soit serré ou très étendu, c'est très difficile avec des résultats très différents sur le pronostic du nombre. Alors tout le troupeau se rassemblait à la bergerie, oh non pas à l'intérieur de la bergerie, 3000 brebis, chèvres, boucs et ânes, tout ça ne serait pas pu rentrer, mais mon père, qui était un homme sage, avait prévu avec le paysan qui habitait la bergerie de faire un grand parc où le paysan allait lui-même surveiller le troupeau toute la nuit, parce que les bergers qui venaient de marcher pendant 2 semaines, sans presque dormir jamais, étaient très fatigués. Les chiens aussi, tout le monde était fatigué, mais cette fatigue n'enlevait pas l'exaltation, parce que la soirée qui allait suivre était la soirée merveilleuse, la soirée du retour, où on allait tous raconter.
Alors, bien entendu, ma maman et ma soeur avaient préparé ce qu'on appelait le gros souper. Oh, c'était pas un souper comme on peut l'imaginer dans les restaurants. Il y avait bien d'abord la soupe très épaisse, là, où la louche tenait toute seule debout, là. Et puis derrière, le grand fricot. Parce que les bergers, c'était pas des hommes, c'était des ogres qui arrivaient, des ogres. Et puis, pour agrémenter tout ça, il y avait pas mal de vin. Ah, le vin. Ça avait une grande importance dans le monde des bergers. Ah, ne leur jetez pas la pierre. Ils avaient que ça comme réconfort. Et puis, c'était un petit vin de Provence, un petit vin de propriétaire qui ne faisait de mal à personne. Mais ils en buvaient pas mal et ça tracassait pas mal ma mère. Et mon père, lui, il ne fallait pas rigoler avec ça. D'ailleurs, il disait à ses amis, « Oh, moi, j'y comprends rien. Le vin, il ne se conserve pas chez moi. » Alors, ses amis, ils disaient, « Comment, avec la cave que tu as là derrière l'écurie, le vin, il ne se conserve pas ?» Il dit, « Oui, je ne sais pas, moi. » Il voulait dire que les barriques se vidaient rapidement. C'est pas bon. Alors, à propos de vin, je vais me mettre un peu dans les lumières, peut-être pour Jean-Paul. De temps en temps, je ne sais pas comment il se débrouille pour filmer. Oh, une petite histoire de vin. Vous savez, la maison de mes parents, la Bastide, comme je l'appelais, c'était la maison du bon Dieu. La porte n'était jamais fermée à clé. D'ailleurs, ceux qui viennent chez moi, on dit, ils pourront toujours rentrer, il y a toujours une porte qui n'est pas fermée à clé. Je ne dis pas ça, il n'y a pas de voleur ici. Et il y avait toutes sortes de personnes qui s'arrêtaient. Et puis un jour, on avait des bergers de passage, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis, les bouteilles de vin se vidaient vite. Et à cette époque-là, mon père avait dans le personnel un berger qui était bègue. Alors, le vin à la maison, c'était un peu loin de la remise. Il fallait sortir de la cuisine, sortir du couloir, traverser l'écurie et aller à l'endroit où il y avait les barriques. Parce que il n'y avait pas des vins bouchés, on allait remplir, la barrique faisait 100 litres, on remplissait avec le robinet quart de tour. Alors il dit au bègue, allez, va remplir les bouteilles là, on n'a plus rien. Alors le bègue, il obéit, il sort avec les bouteilles, et puis jamais il revenait, jamais il revenait. Alors, au bout d'un moment, mon père se faisait du souci, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il n'arrive pas à remplir les bouteilles. Puis finalement, le mec, il revient, il n'avait plus à rien dire. Vous voyez qu'il avait une émotion considérable. Alors, mon père, qui savait que les bègues qui n'arrivent pas à parler, en réalité, ils peuvent chanter. Alors, il est dit en provençal, vous traduirez, c'est comme c'est pour se parler en cantelou. Alors, le bègue qui arrive. La barrique raille, l'outil fourmi du mi. La barrique coule, le robinet est ouvert. Alors mon père, là, il n'a pas de matériel. Il est parti pour un avec son béret à la main, parce que ces robinets quart de tour, c'est pas des trucs comme vis. Si vous continuez à tourner, ben, ça coule toujours. Le vin qui tombait dans la terre, dans la remise, c'était une catastrophe épouvantable. Voilà un peu l'ambiance des soirées de retour de transhumance. Mais le lendemain, il fallait retourner au boulot. Il y avait ce qu'on appelait le triage. Alors là, il venaient les patrons des pays que je vous citais tout à l'heure. Rognac, la maison Coutelan, Velot, la maison Ventre. Des gens qui avaient le même nom que nous, mais qui n'étaient pas parents. Monsieur Rousse, de Miramas et tant d'autres. Et tout ça, on triait les troupeaux, et petit à petit, ces troupeaux s'en allaient, les moutons, les chèvres, les ânes et tout le monde. Et puis, l'automne était là, il fallait prendre un autre travail, beaucoup moins rigolo que celui des alpages, une routine de tous les jours, il fallait gagner sa vie, et dans le premier objectif des éleveurs bergers de Provence, pour gagner sa vie, c'est bien entendu l'agnelage, la reproduction. Ah, l'agnelage, c'est ce que j'ai le plus aimé pendant les 6 ans où j'ai fait le métier complètement, le métier 365 jours par an, 24 heures par jour, l'agnelage. C'est quelque chose d'extraordinaire, j'espère que vous avez tous vu, ou une chèvre, ou une brebis, ou une jument, n'importe, mettre
le petit au monde. La bête se couche, elle commence un peu à gémir, mais les moutons ne se plaignent jamais. Ça m'a toujours profondément ému. Vous pouvez les tuer, ils ne se plaignent jamais. Pas de cris de douleur. Et puis, vous voyez le petit bout du nez rose qui commence à apparaître avec les deux petits sabots des deux pattes de devant. Alors le berger se dit, tout va bien. Si c'est le nez qui arrive en premier, donc ce sera la tête. Et s'il y a les deux petits sabots de devant, c'est que l'agneau est bien placé. Et là, vous pouvez dire en quelques secondes, l'agneau est né. Et la brebis qui vient de faire cet accouchement se relève instantanément et elle le lèche. Alors Satan me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, d'abord, elle le débarrasse de cette gangue qui pourrait l'étouffer, et puis surtout, elle s'imprègne de son odeur à tout jamais. Alors, dès qu'il est un peu propre, au bout de 2 ou 3 minutes, l'agneau commence à se lever, d'abord sur les pattes de devant, puis sur les pattes de derrière. Il assure son équilibre, et puis il pense tout de suite à une chose, la survie, c'est-à-dire téter. Alors sa tête se balance, cherchant les mamelles, comme il ne les trouve pas tout de suite, il pousse un mets qui ressemble plutôt à un mi. Et sa mère lui répond par un mets grave. Alors, mes amis, à partir de ces secondes, il faut tout jamais, la brebis va reconnaître au lieu de 100 agneaux, le sien, rien qu'au bellement. Et l'agneau, pareil, au bout de quelques jours, au milieu de 100 ou 1000 brebis, il reconnaîtra la voix de sa mère. Nous, il nous faut 1 an pour nous mettre sur nos pattes debout. L'agneau, quelques minutes suffisent. Voilà le travail du berger. Et c'est essentiellement le berger de l'automne. Et puis après, c'est l'hiver qui commence. Cet hiver, comme j'en ai connu, très rude. Alors, comme les bergers ne sont pas des gens fortunés, ils partent le matin avec leur biasse. Oh, c'était un peu les olives vertes qu'on mettait dans une grande jarre. Hein, tu connais, Michel. Et puis un bout de chocolat, des fois un bout de saucisson. Il fallait tenir la journée comme ça, avec ce petit casse-croûte. Et comme je le disais tout à l'heure, le soir, ce n'étaient pas des hommes qui arrivaient, c'était des ogres. Mais au milieu de cet hiver, pour les bergers de Provence et peut-être pour tous les bergers du monde, il y a comme un phare qui s'éclaire. Et ce phare, pour les bergers de chez nous, c'est la Noël. Alors pour Noël, les bergers de Provence mettent une belle chemise, prennent leur manteau traditionnel de Cadirou, et puis ils vont à la messe de la nuit de Noël. Alors, si vous voulez, vous pouvez le chanter avec moi. Je ne peux résister à l'envie de chanter en provençal la chanson qui passe. Astre di montagno, la divinitas, aspre per compagno, vostra umanità, sum di la persona d'un pizzon garçon, che son père donne per vostro rançon. Alors les bergers se disent, pâtres des montagnes, mais c'est nous. Et alors là, la fierté dont je vous parlais tout à l'heure reprend le dessus. Nous, les bergers, moi quand j'avais 18-19 ans, comme ils disaient, lève-toi du milieu avec tes bêtes qui sentent mauvais, et lève-toi du milieu que nous on va travailler. Vous savez ce que ça peut faire mal dans le cœur d'un adolescent. Lève-toi du milieu que nous, on va travailler. Qu'est-ce qu'on était, nous? Eh bien, le soir de Noël, ce mépris, on l'avait oublié. Nous étions le roi de la fête. Et puis, à la fin de la messe, on rentrait à la maison. Vous savez que ma mère avait gardé quelques barres de nougat blanc ou noir. Le nougat qu'on appelle avec raison le nougat, le Noël du berger.
Et le lendemain, dans la biasse avec les olives et le bout de saucisson, on savait qu'on allait ajouter un morceau de nougat. Parce que le lendemain, 25 décembre ou pas 25 décembre, Noël ou pas Noël, il fallait sortir les moutons, que ce soit dans les garrigues malheureuses ou que ce soit dans les beauprés. Les ruminants, il faut qu'ils mangent tous les jours. Et puis l'hiver se poursuit comme ça, avec plus ou moins de difficultés. Mais quand Noël est passé, qu'est-ce qui se passe comme maintenant? C'est que les jours grandissent. Et si les jours grandissent, c'est qu'on va vers le printemps. Et si on va vers le printemps, les bergers ils commencent à gamberger. Que ça va être un jour ou l'autre le moment de la transhumance vers ces montagnes synonymes de paradis. Alors il commence à y penser tous les jours, à préparer son ail, à l'acheter de neuf, à sculpter les clavettes. Et puis jour après jour, le printemps s'avance et il arrive le moment de la tonte. Alors là, c'est un grand moment de préparation. On sait que quand on aura tondu les moutons, on va s'approcher de la saison où on s'en va vers les montagnes. Alors, les tondeurs de l'époque avaient de grands ciseaux qu'on appelle les forces. Ils arrivaient, on appelait ça les storms, à 5, 6, et c'était des hommes vaillants, gros travailleurs, gros mangeurs, gros buveurs. Alors, à la pause de midi, il fallait un gros repas, quelques bonnes bouteilles de vin, sans restriction, et avant d'aller reprendre le travail, qu'ils avaient commencé à 5 heures du matin, hein, c'était pas des journées de 8 heures, c'était des journées de 10 heures au moins. Et à la fin du repas, ils avaient bu quelques bons verres de vin, ils étaient gais, et ils chantaient la chanson des tonnailles. Sians una banda de tonnailles d'ave, dans quel métier posez bon pugné, partent de din la crau, tondre le capital, les faits et les agneaux, laquelle il beau troupeu. Nous sommes une bande de tondeurs de moutons. Dans ce métier, il faut avoir de bons poignets. Parce que si le ciseau s'appelle la force, c'est pas pour rien. Toute la journée, manipuler le poignet. Quand un tondeur vous serrez la main, vous savez qu'il pouvait vous coucher par terre, tellement il avait de la force dans les poignets. Nous allons, dans la cour, tondre le capital des brebis et des agneaux de ces beaux troupeaux. Tondre le capital, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le terme qui s'emploie par les bergers. Les bergers ne sont pas propriétaires terriers. Les bergers n'ont que leurs moutons. Et c'est pour ça qu'entre eux, quand ils se rencontrent à la foire, ils disent alors, comment va le capital? Le capital, c'est les brebis. Et mon père disait capital de bête, capital de merde, excusez l'expression, mais parce que c'est un capital fragile. Les maladies, les accidents, la mévente, le capital de mouton, un capital fragile. Alors après tondre, il fallait marquer les moutons, parce qu'avant de mélanger toutes ces propriétés, tous les brebis de tous ces propriétaires, il fallait que chacun soit distinct. Autrement, comment retrouver à qui cette brebis, à quelle celle-là? Donc il fallait marquer les brebis à la peinture. Alors chez nous, c'était toute une cérémonie. Mon père se réservait le droit d'appliquer la marque, un grand V avec un petit J au milieu. Et mon frère, lui, il avait la charge assez difficile de capturer les brebis au moment où vous allez passer. À la sortie de la bergerie, il amenait comme un entonnoir là, qui arrivait dans un petit couloir. Mais les brebis, ils disaient, oh là là, ils vont nous faire des misères, nous on ne sort pas. Alors il fallait rentrer dans la bergerie avec un chien, leur faire peur, et à ce moment, elles le sortaient, mais elles passaient dans le couloir comme des boulets de canon. Et mon frère était obligé de les bloquer comme ça. Des fois, il en prenait plein dans le visage, les bloquer, par exemple, de la main gauche, et sur la main droite, relever la pince pour que le dos forme une belle forme arrondie, où mon père, avec fierté, pouvait mettre à la peinture sa marque, clac, ventre Julien. Voilà. Et une fois que les brebis étaient marqués, eh bien, on était presque prêt pour la transhumance. Alors, il y avait quelques accessoires à préparer, en particulier la charrette qui allait suivre le troupeau. La charrette, c'était l'intendance. Alors ça, moi tout petit, ça me faisait rêver.
On mettait des grands arceaux et une bâche, et en quelques secondes, ce petit charreton pour un âne de Provence allait ressembler à un chariot du Far West. Et dans ce charreton, on mettait un peu de tout, des couvertures, les manteaux, la nourriture, les drogues pour soigner les bêtes. Et puis, à l'arrière du charreton, on mettait une grande cage en bois qui allait servir, en théorie, à mettre des agneaux au cas où il y a quelques naissances pendant la route. Normalement, il ne devait pas en avoir. Les béliers, les mâles ne devaient pas être en présence des brebis au moment où ça menait des agnelages. C'est un peu 300 km à pied, si en plus il fallait faire de l'agnelage, ça n'aurait pas été intéressant. Mais les accidents, c'est comme pour les humains, les naissances, des fois c'est un accident, et ça pourrait toujours arriver, donc cette cage était prévue pour ça. Mais en réalité, en tout cas chez nous à la maison maître, cette cage allait servir essentiellement pour faire reposer les chiens. Reposer les chiens, vous allez dire? Mais oui, parce que les chiens de berger sont passionnés à leur travail de façon extraordinaire. Ils sont passionnés à leur travail, comme le chien de chasse est passionné à la chasse. Et tellement passionné qu'il va courir, courir, courir. C'est pas 300 km qu'il va faire le chien. Il va faire des allées et venues le long du troupeau. Pendant 2 semaines, c'est peut-être 3000 km qu'il risque de faire. Il est tellement passionné qu'il ne pense pas à dormir, qu'il ne pense pas à se reposer, qu'il ne pense pas à manger. Il peut aller jusqu'à la mort, c'est déjà arrivé. Alors le berger qui aime son chien et qui en a besoin de façon indispensable pendant la transhumance, le sait. C'est pour cela qu'il a toujours, chaque berger, au moins 2 chiens, et qu'il met son chien au repos, de façon que s'il arrive un coup dur, il puisse avoir un chien frais. Voilà, le charreton est prêt. On prépare également le bas des ânes, un peu comme vous voyez là. Alors, si le charreton, c'était l'intendance pour tout le long du voyage, les ânes, c'était les affaires du berger pour l'été. C'est-à-dire, chaque berger, 2 ou 3, en principe, chaque été, on avait là-haut des vaches. Donc, 3 ânes, un pour chaque berger, et chaque berger mettait ses affaires pour l'été. Et la préparation de ce bas était minutieuse, parce que les ânes sont des animaux très capricieux, il fallait donc qu'ils soient bien équilibrés. Quand les bas étaient prêts, que ce soit des paniers ou des sacs, on mettait un bâton à la place de l'âne, et on le sous-posait pour l'équilibrer au gramme près. Donc, tout était prêt, on pouvait dire au patron berger, allez, amenez les troupeaux. Et les uns après les autres, les troupeaux se rassemblaient dans la plaine, du côté du moulin du pont, dans un grand champ qu'on avait prévu pour ça. Alors, le rassemblement des troupeaux, c'était très pittoresque. Pourquoi? L'élevage extensif, tel qu'il se pratiquait surtout chez nous, fait que les animaux ont encore un peu l'instinct sauvage. Alors, sitôt que les troupeaux se rassemblaient, ben, les béliers se rencontraient et ils commençaient à se défier. Parce que là, ils étaient en présence des femelles. Et ils étaient très excités. Et les béliers commençaient à se battre pour élire un chef. La même chose chez les caprins, c'est-à-dire que les boucs se battaient entre eux. Et une fois qu'ils avaient élu un chef, ça se calmait. Je ne sais pas si vous avez lu le premier de Cordée quand il parle de ça à propos des vaches. Même les femelles se battaient entre elles pour élire un chef. Une fois qu'il y a un chef, mais les autres n'ont plus qu'à se soumettre. Alors c'était le cas pour les béliers, le cas pour les boucs, et aussi pour les ânes. Alors là c'était autrement périlleux, parce que les ânes, qui la plupart étaient des ânes normalement constitués, je ne sais pas comment il faut que je le dise en français, en fait, ils avaient quelque chose entre les pattes de derrière, c'est-à-dire qu'ils étaient assez turbulents. Et puis cette année-là, on avait un jeune berger qui venait de la farm. Certains peut-être l'ont connu ou ont des vagues souvenirs. Il s'appelait Roger Cadeau. Roger son prénom, Cadeau son nom de famille. Et ce jeune berger était très vif de caractère. Il parlait vite comme ça. Bon, allez, oh patron, oh monsieur Vague, allez, on fait comme ça. Ah oui, ça va, oh je serai à l'heure moi, j'ai une montre moi. Et il parlait sec comme ça. Alors, c'était la première fois qu'il venait chez nous, la première transhumance qu'il allait faire avec la famille Ventre. Et mon père l'était interrogé un peu. J'ai dit, oh, l'été dernier,
il paraît que tu étais chez un patron dans les montagnes. Oh ouais, j'étais. Où tu étais? Oh, ne me parlez pas. J'étais dans l'Isère. C'est un pays abominable, l'Isère. Rien que du brouillard. Il pleut tout le temps. Et puis il y a des appiques terribles, des précipices. Et puis, oh, la cabane est à 5 heures de marche du village. Vous vous rendez compte de l'été qu'on passe là-haut? Ah, ne parlez pas de l'Isère. Hein. Oh, bien fait quand même, Roger, ça s'est bien passé l'été dernier. Oh, ben pas trop. Et pourquoi? Eh bien, tu sais, il y avait notre berger avec moi. S'appelait Barthélemy. C'est un Italien. Et moi, je gardais les brebis d'un côté de la montagne, et Barthélemy, l'Italien, de l'autre côté, il gardait les agnelles. On avait en tout plus de 2000 bêtes à surveiller. Mais, par contre, moi, j'avais la cabane, et Barthélemy, le soir, il venait me retrouver chez moi. C'est moi qui faisais la soupe et tout. Et puis, dans ce pays d'Isère, avec le poétan, tout ça, Barthélemy, il n'avait pas trop le moral. Et un soir, il dit à Roger, « Oh, Roger, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai le cafard, hein. Ces montagnes, elles me donnent le cafard. Tu ne voudrais pas me garder mon troupeau pendant 2 ou 3 jours que j'irai jusqu'en Italie pour voir la famille? » Alors Roger dit, « Oh, putain, comment tu y vas, toi? On est en Italie, d'ici, comment tu y vas? Mais à pied. » Il ne se rendait pas bien compte, Barthélemy, depuis l'Isère jusqu'en Italie, la distance que ça faisait à pied. Et finalement, Roger, qui était un brave homme, lui dit, « Oh ben écoute, tu n'as qu'à y aller, hein, ça te fera le plus grand bien. Et quand c'est que tu penses revenir? » Oh ben, je pense être revenu dimanche. Allez, bon, mais ça va, vas-y. Moi, je m'occupe de tes troupeaux, mais sur la dimanche, et Barthélemy part. Et mon Roger, tous les jours, il s'en allait de l'autre côté de la montagne pour donner le biais au troupeau des Daniel. Il revenait vers les siennes, et le soir, il retrouvait sa cabane tranquille. Samedi passe, dimanche arrive, dimanche soir, pas de Barthélemy. Ah ben, fan de loup, fan de cherchoule, comme il disait Roger. Barthélemy, il m'avait dit qu'il arrivait, dimanche, il n'est pas là. Bon, on verra bien. Le lundi, mon Roger s'occupe encore des 2 troupeaux. Lundi soir, pas de Barthélemy. Mardi soir, pas de Barthélemy. Roger, il n'en pouvait plus. On a expliqué ça à mon père et aux autres, là, à Goulou. Il dit, je ne pouvais plus, j'étais énervé, fatigué, tout ça. Enfin, je me couche le mardi soir, et puis tu peux te dire que je dormais. Hein. Alors la cabane était toute petite, avec un lit pour 2. Ils couchaient tous les 2 ensemble, Roger et Barthélemy. Et puis, finalement, le mercredi matin, à peine le jour se levait, il entend frapper la porte. Tom, tom, tom. Oh, qui c'est? Et à ce moment-là, il entend une voix presque qui nous dit, c'est moi, c'est Barthélemy. Oh, fan des loups, les fans des loups. Tu arrives maintenant, alors. Oh, vite, rentre vite. Qu'est-ce que ça fait que tu es si tard? Oh, mais il a fait un temps abominable. J'ai eu froid pour passer le col. Et puis l'Italie, c'est plus loin que ce que je croyais. Ah bon, mais écoute, maintenant tu vas reprendre le boulot, hein. Ça va plus, ça. Qu'est-ce que tu veux pour te retaper? Un peu de café, tiens, il y en a de fait, là, tout ça. Du café bien chaud. Oh, Nani, pas de café. Pas de café? Un peu de bonne soupe, de la bonne soupe, là, je la fais chauffer. Oh, Nani, pas de soupe. Ben, un verre de vin, alors. Encore du bon vin, là. Oh, Nani, pas de vino. Comment? Qu'est-ce que tu veux, alors? Daïgue. Daïgue, il y a plein de malades. Roger, il y a plein de torrents. Alors, moi, je pense toujours au torrent du Vallon, mais c'est la même chose. De l'eau qui fait 3 ou 4 degrés, là. Roger, il prend une gamelle, un seau, je ne sais pas, il va chercher de l'eau glacée, et il en donne un plein bol à Barthélemy. Alors que Barthélemy, il avait chopé la crève, il avait peut-être 40 ou 41 de fièvre, et il se met au lit avec son bol d'eau glacée. Et puis, il se met au lit le matin, alors que Roger voulait l'envoyer. Alors il dit, mais oh, tu vas, c'est fini les vacances maintenant. On dit, non, je suis malade, je me couche. Bon, mais écoute, retape-toi. Moi, je vais encore m'occuper des 2 troupeaux, mais c'est la dernière fois.
Et mon Roger va encore s'occuper de 2 troupeaux, ce qui n'était pas rien. Et puis il arrive le soir, Barthélemy, il râlait. Roger essaye encore de lui donner de la soupe, du vin, tout ça, rien à faire. Finalement, Roger, il soupe bien, il se couche à côté de Barthélemy, malade ou pas malade, et il dort. Et puis la nuit se passe rapidement, les nuits sont courtes au mois de juillet. Et puis le matin, quand le jour se lève, Roger, il secoue Barthélemy. Oh, Barthélemy! Oh, c'est fini les villégiatures là, il faut te lever et t'occuper de tes agnelles là. Oh, Barthélemy, tu te lèves ou quoi? Oh, Barthélemy, si est mort? Il était mort. Alors mon père, son man de l'histoire, qui découvrait, il dit alors, qu'est-ce que tu as fait? Mais alors, j'ai bien déjeuné. Ça, c'était Roger, c'est authentique. L'histoire, il me l'a raconté, moi, textuellement, comme je la connaissais, 20 ou 30 ans après. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bien déjeuné. Et puis, il dit, il faut que je m'occupe des troupeaux. Mais surtout, il faut que je me débrouille d'avertir quelqu'un au village. 5 heures de marche, aller-retour, ça fait bien 8 heures, j'ai des pots tout le jour. Je ne vais pas m'en sortir. Enfin, il va voir quand même les 2 troupeaux. Un berger, c'est les moutons d'abord. Et puis, il se souvient tout d'un coup que Barthélemy lui a dit, mais dessous, dans la forêt, il y a des bûcherons italiens qui font une grosse coupe. Ils ont installé un téléphone de campagne, que peut-être tu peux avoir le village avec le téléphone de campagne. Alors mon Roger, au lieu d'aller encore une fois au troupeau, il descend vers la forêt. Vous savez qu'à la montagne, bon, au-dessus de 2000, il n'y a plus de forêt. Vous descendez, vous retrouvez la forêt. Et il va trouver les bûcherons. Il dit, oh, il y a un chef d'équipe ou quelque chose là? Il dit, ouais, c'est le monsieur là. Alors il dit, ah, bonjour, c'est Roger, le berger là-haut, tout ça. Bon, vous avez le téléphone, il paraît. Ah oui, on a le téléphone. C'est le téléphone de l'armée, le téléphone de campagne. On peut s'en servir? Ah non, non, c'est rien que pour les cas graves. Oh, c'est pas grave. C'est Barthélemy qui est mort. Le chef d'équipe lui dit pas grave, mais c'est que c'est grave ça. Tout de suite, ils essayent, finalement, ils ont quelqu'un à la mairie du village, et Roger leur explique, voilà, il y a Barthélemy qui est mort, il faut avertir mon patron qu'il a moi en remplaçant et tout et tout. Et puis moi, maintenant, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes troupeaux. Barthélemy, toute la journée, s'occupe des troupeaux, et le soir, il arrive à sa cabane, toujours tout seul. Barthélemy mort dans le lit. Alors mon père lui dit comme d'habitude, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis fait mon souffler comme d'habitude, et puis je me suis foutu au lit. Mais où? Eh bien, à côté de Barthélemy. Tu as couché avec Barthélemy mort. Mais où tu voulais que je couche? Je l'ai poussé un peu contre le mur, là. Et tu as dormi? Bon, je pense bien, j'ai bien dormi. Et puis tu sais, question de ronflement, j'étais tranquille. Mesdames et messieurs, c'est pas une histoire inventée que je vous raconte. J'ai les preuves absolues. Roger n'était pas un homme simple, si vous voulez, mais c'était un caractère d'acier. Et attention, il avait seulement 20 ans hein, à l'époque de cette histoire. 20, 21, peu importe. Et il couche avec Barthélemy. Et puis le lendemain matin, à peine le jour se levait, bam, bam, bam à la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est les gendarmes. Oh, attendez que je me lève. Alors, Roger, il se lève, il met ses souliers, il ouvre. C'était les gendarmes. Les gendarmes, ils rentrent. Oui, là, il n'y a que nous, il y a le médecin là, qui vient pour constater le décès. Oui, rentrez, rentrez. Allez, on va faire le café, tout ça. Alors, le médecin, il regarde un peu Barthélemy, il voit tout de suite. Et puis, il interroge Roger. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, ne me parlez pas. Barthélemy, il a voulu aller en Italie, et puis il a fait mauvais temps, il a pris froid, et quand il est arrivé, bah, il m'a dit, je ne suis pas bien. J'ai dit, quand tu veux du café? Il m'a dit, non, tu veux de la soupe chaude? Non, tu veux un peu de vin? Non, qu'est-ce que tu veux alors? De l'eau. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai donné de l'eau. Alors le médecin il dit, ben, vous l'avez tué. Oh non, c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Ça, c'était Roger. Alors le médecin, bon, ça va, je vous comprends. Je vais faire les papiers et puis je m'en vais. Et voilà, mes pauvres gendarmes, 2 gendarmes, à l'époque, il n'y avait aucun moyen, ni hélicoptère, ni bar, ni
brancard, ni rien du tout. Ils disent, maintenant, comment on va faire? Il faut descendre de Barthélemy au village. Alors Roger qui leur dit, oh, vous inquiétez pas, j'ai un bon âne, vous allez voir, il est gentil comme tout. Mais moi, je ne peux pas descendre, vous débrouillez avec. Ah ben, on va faire comme vous dites. Alors Roger, il va chercher l'âne, il l'attache devant la cabane, et avec les gendarmes, ils sortent Barthélemy qui était raide comme ce bâton. Chacun des deux, ils prennent Barthélemy, ils le posent en travers sur l'âne, mais ils ne voulaient pas se plier. Parce que Roger leur dit, vous allez voir, on va le plier, on attache les mains et les pieds sous le ventre de l'âne, et impeccable, comme pour les moutons. Alors, les gendarmes ils disent, mais il est raide. Tenez bien les pieds, vous allez voir. Et Roger, il appuie, crac, crac, crac. Et hop, il attache les pieds et les mains sur l'âne, et il dit, voilà, vous n'avez qu'à descendre avec l'âne, et en bas, une fois que vous avez déchargé Barthélemy, vous le mettez sur le chemin, l'âne il reviendra tout seul. Mais surtout, vous appelez mon patron, qui m'envoie en remplaçant, parce que moi, je ne peux pas rester tout seul, avec 2 troupeaux, dans ces montagnes pourries de l'Isère, où il y a toujours du brouillard, de la pluie et du mauvais temps, et que les bergers n'aiment pas. Et voilà la soirée qui se termine, et le lendemain, c'était le départ. Alors tout à l'heure, vous avez assisté le troupeau qui traversait le village à l'arrivée. Maintenant, c'est le troupeau qui traverse le village au départ. Dans une symphonie de sonnailles, les ânes qui brament, les chèvres qui se battent, les béliers aussi. Et toute cette musique, cette symphonie, la musique des transhumances. Et tout doucement, ce troupeau s'en va sur la route d'Aix. Et alors que je vous dise 2 mots sur le fonctionnement de cette transhumance, il y a le berger de devant, Léon Jouve de Vectabrin, 70 ans à l'époque. Alors le berger de devant, il faut que ce soit quelqu'un calme, parce qu'il faut qu'il règle la marche à 2 km à l'heure. Vous allez dire, marcher à 2 km à l'heure, c'est plein. Eh bien, il faut que ce soit 2 km à l'heure. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un énorme troupeau comme ça, les bêtes, elles sont toujours affamées, elles s'arrêtent pour manger au bord de la route, et une fois qu'elles se sont arrêtées quelques minutes, elles se trouvent à l'arrière, et pour rattraper, il faut que le court. Et si devant on marche à 3 ou 4 à l'heure, comme c'est assez facile, derrière, ça court tout le temps, et au bout de quelques kilomètres, c'est la débandade, c'est la folie. Donc, la vitesse, c'est pareil d'ailleurs pour les humains, plus la troupe est importante, plus ça va lentement. Donc le berger devant, un homme calme, avec un chien calme, qui va régler la marche, son chien va faire un peu le côté, un peu à droite, un peu à gauche. Après, il y a le berger de droite qui est chargé de protéger les récoltes. Alors là, ce berger, on a eu des spécialistes, Justin, Albert, des gens natifs des Alpes, des costauds inébranlables, qui avaient en général toujours 2 chiens et des chiens véloces. Parce que sur la droite, le code de la route dit, vous devez tenir la droite de la route. Ah ouais, mais pour faire tenir la droite un troupeau de 3000 brebis, les chèvres, les boucs et tout ça, c'est pas facile. Donc le berger de droite doit avoir des chiens véloces, parce que toujours les bêtes veulent aller manger dans les récoltes, il faut que ces chiens courent sans arrêt sur près d'un kilomètre, aller, venir. Les brebis sont tenaces, elles veulent absolument aller mordiller ce qui est défendu. Après, il y a le berger de gauche. Alors là, on avait un spécialiste, il s'appelait Bruno, il était très jeune, un caractère incroyable de gaieté et de bonne humeur permanente. D'ailleurs, mon père n'aurait jamais embauché des bergers à mauvais caractère, parce que passer 15 jours à dormir pas plus de 2 ou 3 heures par 24 heures, s'il avait eu des bergers acariâtres. Donc Bruno, sa spécialité, c'était de faire passer les voitures. Parce que les voitures qui viennent devant, elles ont qu'à attendre que le troupeau les croise, mais celles qui arrivent derrière, il faut leur faire la place pour qu'elles doublent. Alors Bruno, qui était jeune et qui aimait beaucoup la jambe féminine, qui était beaucoup baratineur, il attendait la première voiture et il allait voir si c'était pas une femme ou une fille qui conduisait, commençait à baratiner.
Il leur disait, vous voulez doubler? Eh bien, oui, on attend. Oh, mais attendez, là, il y en a qui arrivent en face, il faut attendre que le dépasser. Des fois, c'était pas vrai. Mais Bruno, il disait pas ça pour s'amuser. C'est parce qu'en attendant un peu, d'autres voitures arrivaient, il allait pouvoir faire doubler cet immense topo à 3, 4 ou même plus de voitures à la fois. Et une fois qu'il y avait le petit convoi d'arrivée, il s'asseyait sur le capot de la première voiture, il sifflait sa chienne. Il n'avait pas de chienne à lui, c'était une chienne de la famille, Venise, elle s'appelait. Voilà, pendant 15 ans, elle fait la route à pied. Qu'est-ce qu'elle a pu faire comme travail, cette chienne? Elle était petite, basse sur pattes, toute frisée. Et, bien entendu, pour la transhumance, elle en mettait des grelots. Alors, Venise était habituée, elle fait yap, yap, comme ça. Et les brebis, une fois qu'elle s'était fait mordre un peu les pattes quelquefois, vous voyez que d'entendre le grelot de Venise, elle se rabattait, on aurait dit, comme un chasse-neige qui rabat la neige. Alors, je vous ai parlé, pour le départ, de ce mélange de brebis, de chèvres, de boucs. Alors, dans les années que j'ai le plus connu, les dernières années de la transhumance à pied total, c'était les années d'occupation, les années de guerre, et même les années qui ont suivi la libération, qui étaient très difficiles, où les gens avaient faim. Et à Coudoux, les gens, pas mal de familles, avaient pris l'habitude de prendre une chèvre à la maison, qui venait peut-être d'ailleurs de chez nous au départ, pour avoir du lait. Et quand on a une chèvre qui a 1 ou 2 litres ou même plus par jour, ben c'est presque déjà une garantie contre la famine. Il y en a qui avaient même 2 de chèvres, même 3. Et puis, d'ailleurs, il y a la famille ici qui avait des chèvres qui nous les a placées régulièrement. On en parlera après mon truc. Mais ces gens-là, quand arrivait le mois de juin, qu'il y avait la sécheresse et que les chèvres n'ont plus de lait, il disait à mon père, vous ne voulez pas mener mes chèvres à la montagne des fois? Et mon père, qui ne refuse jamais rien, dit, ben amenez-moi vos chèvres. Et comme ça, une année, il avait peut-être une 50aine. Alors, parmi les gens qui voulaient avoir des chèvres, il y avait une demoiselle, peut-être certains l'ont connue, à Michel, mademoiselle Berthe Geoffrey. Elle avait voulu avoir une chèvre comme tout le monde. Et bien entendu, elle l'a gardée chez elle, elle avait du lait. Et puis après, quand le lait est arrivé, il faut qu'elle se marie. Alors elle avait mis sa chèvre au troupeau, elle s'était mariée avec un joli bouc. Et puis, quelque temps après, la chèvre avait fait 2 magnifiques cabouilles. Ah, il n'y a rien de plus beau au monde que 2 cabouilles. Il y avait un mâle et une femelle. Alors la femelle, magnifique, ça aurait fait une 2e chèvre. Mais le mâle, normalement, on les vend. Très rarement, on les garde pour faire des meneurs. Mais là, mademoiselle Berthe a voulu les garder tous les 2 à la maison. Le mâle, c'était de la race du Rove. Et les boucs de la race du Rove, ils viennent énormes avec des courbes de 1,30 m d'envergure. Et puis, ils sentent très, très, très mauvais. Alors, le bouc de Berthe, bien rapidement, elle n'a pas pu le garder à la maison. Donc, elle l'a mis au troupeau. Et c'est encore nous qui gardions le bouc de Berthe. Et moi, ça, je l'ai vécu moi-même quand je faisais le métier. Quand j'avais 17-18 ans, je traversais le village, à l'époque où on me disait gentiment « élève-toi du milieu, que nous, on va travailler ». Mais j'avais mes satisfactions quand même. Et le bouc de Berthe, quand elle arrivait à la hauteur de la maison, il quittait au moment le troupeau, il allait embrasser sa maîtresse et puis il revenait. Alors, ce départ en transhumance, le rôle des boucs, c'était quoi? De porter les grosses sonnailles, comme ça, bien lourdes. Et lui, comme c'était un bouc énorme, on lui a mis une sonnaille, elle pesait 7 kilos. 7 kilos, pour essayer de le calmer un peu. Parce qu'il s'était battu que les autres boucs, c'était le chef de toutes les caprins. Bon, vous voyez un peu cette armada qui file sur la route d'Est. Alors, on ne va pas s'éterniser parce que l'heure tourne. On va remonter cette vallée de la Durance. Et après Aix, on couchait sur la place du marché. Parce que les bergers, c'est le royaume errant. Il faut aller aux endroits des nomades. On ne peut pas s'arrêter n'importe où. On ne peut pas acheter des herbages partout. Après Aix-en-Provence, la 2e étape, c'était le pont de Mirabeau. Et puis après, c'était Manosque. Alors Manosque, à partir du pont de Mirabeau, tous les transhumants se rejoignaient. Il y avait les troupeaux qui arrivaient le long du Luberon, les troupeaux qui arrivaient du Var,
Et tout ça prenait ce que j'appelle la voie triomphale, la vallée de la Durance. Et on m'annonce que tous les troupeaux défilaient les uns après les autres. Mais il n'y avait pas de déviation à Manosque. La route traversait la ville. Et Manosque, c'est une ville assez coquette, avec de belles maisons et des fleurs au balcon. Alors, au mois de juin, les pauvres femmes de Manosque, elles passaient nuit et jour à monter la garde pour protéger les fleurs. Parce que si les brebis se dressent pas trop, les chèvres, quand elles se dressent sur leurs pattes jusqu'au balcon, elles arrivaient à manger les géraniums. Alors, mon père, qui avait une humour que les femmes n'appréciaient pas, leur disait « Oh, mais ça leur fait pas mal, hein, mes chèvres. » Ouais, c'était... Et après Manosque, tout doucement, bon là, le temps était très dur. Je ne suis pas là pour vous raconter les tragédies, parce qu'il y a eu des tragédies en transhumance. Mais on va rester sur le Tongué. Après Manosque, la ville à traverser, c'était Sisteron. Alors vous savez qu'à Sisteron, la vallée de la Durance forme une clue complètement fermée. Et pour traverser, il faut traverser la ville de Sisteron. Il n'y avait pas l'autoroute, donc pas de tunnel. Et il n'y avait pas non plus le tunnel actuel dans la ville, c'est-à-dire que toute la circulation passait dans la rue marchande, que vous connaissez peut-être, où il y a tous les grands magasins de Sisteron pour traverser la ville. Alors, avec un troupeau de 3000 bêtes, les ânes, les charrettes, les bâcs, les chèvres, les boucs, il était impassable de passer dans la journée au moment des commerces, donc on traversait Sisteron la nuit. Seulement, à l'époque où les gens avaient faim, dans les années 40, Sisteron avait très mauvaise réputation. Comme ils savaient que les troupeaux passaient obligatoirement la nuit, qu'on n'y voyait pas trop, les soupirails, le long de l'avenue, là, ils tiraient les brebis par les pattes pour les manger après. Alors cette année-là, c'est mon père qui raconte. Il avait dit, au lieu de laisser que le troupeau soit très long, comme ça, à l'aise, marcher vite, il avait fait dire au berger de devant, tu ralentis, que le troupeau soit bien serré, qu'il ne soit pas trop long. De devant, vous regardez derrière, sur les côtés, vous surveillez, et de derrière aussi, tout le monde le regarde si vous voyez quelque chose d'anormal. Alors mon père était toujours à l'arrière, comme patron. Il regardait. Alors normalement, les boucs et les chèvres en général étaient toujours devant, pour entraîner le troupeau, comme les tambours de l'armée de Napoléon, avec leurs grosses sonnailles. Et puis tout d'un coup, sur le côté, il me semble que je vois la scène, sur le côté gauche, il y a le plus de magasins là. Il voit le bouc de Berthe qui était arrêté comme ça. Mon père, il dit, comment ça se fait que le bouc de Berthe, il n'est pas devant? Et vous savez, la nuit, avec un peu d'éclair de lune ou d'éclairage, je ne sais pas, ces grandes vitrines de 7 ou 8 mètres de long, là, ça faisait des miroirs fantastiques. Alors le bouc de Berthe qui s'était battu, qui était le chef de tout le caprin du troupeau, il passe là, il voit un bouc. Qu'est-ce que c'est ce bouc-là? C'est long à raconter, mais ça a duré quelques secondes. Alors il s'approche pour le défier. L'autre, il fait pareil. Alors le bouc de Berthe, il commence à prendre l'attitude que j'appelle du vrai combat. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les poils du bouc sont, je ne sais pas comment on dit ça, érectiles, un truc comme ça. Ils ont le pouvoir, la barbiche se redresse, les sourcils se redressent aussi. C'est l'intimidation avant l'attaque. L'autre, il fait pareil. Alors le bouc de Berthe, il a un peu plus. Il se dresse sur ses pattes. Ah, mes amis, un bouc adulte de la race du robe, debout sur ses pattes de derrière, ça fait plus de 2 mètres de haut, avec une pareille ou des balles de 1,30 m d'envergure. Il dit, ah ouais, t'es attrape ça, toi, et boum, et patatras la vitrine. Ça a été long à raconter, mais ça a duré quelques secondes, et mon père, à ce moment-là, au lieu de faire ralentir le troupeau, il a fait dire au berger de devant, allez, allonge, que s'il faut payer la vitrine. Alors, est-ce que le patron du magasin n'avait pas la conscience tranquille, c'est-à-dire qu'il faisait partie des voleurs? Est-ce qu'il dormait trop bien ou qu'il n'était pas là? En tout cas, on n'a jamais entendu parler de la vitrine. Alors, après Sisteron, ça continue, c'était trop dur. Et puis enfin, on arrive à Briançon.
Et là, on allait coucher sur le champ de Mars. Maintenant, c'est une mer de voitures. Et avant, c'était comme un pâturage. Le troupeau montait là-haut jusqu'au fort. Il s'est étalé. Et nous, on installait notre petit bivouac avec un petit feu sous les grands marronniers pour être à l'abri d'un orage éventuel. Et c'était le dernier soir, le dernier bivouac. Et mon père disait toujours, tiens, autre. Puis enfin, pour la dernière étape de Briançon en Évache, 21 km, c'était plus que du bonheur. Voilà. Et on s'arrêtait à midi, parce qu'il y avait toujours la halte de midi, surtout au mois de juin, pour la chaleur. Un endroit qui s'appelle le Bois des Boches, qui n'a rien à voir avec les Allemands d'ailleurs, qui est déjà dans la commune de Nevache. Alors on arrive là, et ce bois est très très vaste, assez herbeux. Les bêtes commencent à manger, on dételle le charançon, on enlève le bas des ânes, et puis les bergers cassent la croûte. Et à ce moment-là, la chaleur de midi arrive, les bêtes commencent à se coucher, et mon père dit à tout le monde, allez, dormez tous, vous êtes tous crevés, moi je vais surveiller. Il savait qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Alors il s'assoit sur une souche de feuilles mort là, et puis il fume sa pipe, et tout le monde dormait. Les brebis, les chèvres, les ânes, les bergers, les chiens. Et mon père, il fumait sa pipe tranquille, et puis il s'endormait aussi. Il était certainement aussi fatigué que les autres. Puis, le souci, de temps en temps, on le réveillait. Moi qui ai fait pendant 30 ans les nuits, je sais ce que c'est que le sommeil quand on lutte. Le souci de réveiller, et puis vous voyez toujours les brebis couchées. Il dit peu tard, elles continuent à chômer, pourtant il semble que c'est plus de 16 heures. On ne disait pas 16 heures, on disait 4 heures. Et puis au bout d'un moment, il dit non, ça c'est pas normal, c'est trop tard pour que les bêtes chantent. Alors il se redresse, comme ça, poum, le son. Il y avait bien 200 brebis couchés devant lui, mais tout le reste du troupeau était parti. Sur 3000 mètres, il n'en restait plus que 200. Il y avait 2800 mètres qui avaient pris la route de Nevache. Alors c'était sans doute dit entre elles. Les bergers, ils dorment, ben nous, on y va dans les pâturages de Nevache qu'on aime tant. Et alors, mon père réveille tout le monde, vite, vite, atteler le charreton, mettre les bas, et puis partir avec le troupeau à courir avec les gamelles sous le charreton, tout ça, brinque-ballant, allez vite, 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 pour rattraper, avec les 200 brebis qui restaient, rattraper le troupeau. Et ils arrivent au premier hameau de Nevache, que la plupart d'entre vous connaissent, Flampinet. Alors à cette époque, à la fin des années 40, des années 50, Flampinet, leur spécialité, c'était les lentilles. Et tous les champs aux alentours du hameau de Flampinet étaient couverts de champs de jeunes lentilles, qui au mois de juin ont 3 cm de hauteur. Il y avait 2800 brebis dans les lentilles. Elles ont fait un désastre épouvantable. Si j'avais le temps de vous raconter les tragédies qu'il y a eu à propos des conflits avec les paysans, vous comprendrez pourquoi mon père avait dit « Ah, que les gens de Nevache sont gentils ». Je m'en suis tiré avec quelques côtelettes, un gigot ou deux, et tant pis pour les lentilles. Et puis après Flampinet, c'est la montée vers Nevache. Après le village, c'est la montée vers les alpages, vers le bonheur. Alors, pour terminer cette remontée dans la vallée de la Durance et l'arrivée dans les Alpes, nous allons chanter une chanson ensemble. Je suis sûr que vous la connaissez tous. Je vais jouer un couplet à l'harmonica et vous chanterez avec moi les 2 premiers refrains. Et puis pour le 3e refrain que j'ai un peu fait spécial, je demanderai peut-être à quelqu'un de venir m'aider. Mur blanc, toit de Bordeaux, devant la porte, un vieux sureau. Là-haut, sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Là-haut, sur la montagne, croula le vieux chalet. La neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher. Là-haut,
troisième, je vais vous demander un petit effort de mémoire instantané. On va chanter là-haut, sur la montagne, il y a un beau chalet. Car Titou et Julien l'ont reconstruit avec leurs mains. D'accord? Là-haut, sur la montagne, il y a un beau chalet. Car Titou et Julien l'ont reconstruit avec leurs mains. Là-haut, sur la montagne, il y a un beau chalet. Voilà, merci à tous. C'est bien, à refaire. Et on souhaitait... où est Titou? Il peut venir. Titou? Elle est où? Ah, et Julien peut rester sur la scène. Vous regarderez ce que c'est ça, à la maison. Et vous le mettrez, et avec Patrick, on viendra la bénir dans quelques jours. Et boire un génépi. Et puis, on souhaitait vous offrir quelques Edelweiss. Pour vous dire merci. Je regarde ça, c'était où? C'est la Sainte Famille. Audrey, tu viens m'aider un peu pour plier. Et je peux vous dire qu'elle est montée à la chapelle, elle est plus vite que moi. C'est un vrai chamois. Merci. Je dis, mais oui, mais que le groupe a m'animé ici, là, tout ça, si j'ai fait encore aller à la messe, je vais divorcer. Pour que je m'occupe de ma famille. Pour des explications, et je suis là, et puis il y a d'autres personnes, en particulier mon épouse Titou.